Star Trek est une saga culte de la SF à travers ses séries, ses films, etc. Il existe 8 séries et 13 films sur cet univers. La première série créée par Gene Roddenberry est sûrement la plus connue alors qu'elle date des années 60. Le but de Gene Roddenberry avec cette série était de parler des questions sociales et politiques de son époque. Par exemple, il y avait beaucoup de diversité ethnique dans la série à une époque où il y avait encore beaucoup de racisme. Ou aussi des parallèles à la guerre du Vietnam comme dans par exemple l'épisode intitulé Guerre ou magie, où le personnage de Kirk se demande s'il doit donner des armes à un peuple primitif qui veut se défendre face à un groupe supporté par les Klingons, des aliens très développés. Et à première vue, l'aspect politique s'est un peu perdu dans la trilogie de films Star Trek de 2009 à 2016, regroupant le film Star Trek Into Darkness et Star Trek sans limite. Dans cette trilogie, l'action et les scènes de bataille sont beaucoup plus présentes, ce qui en a déçu plus d'un. Et étant donné que dans la première série en tout cas, les conflits ne se règlent quasi jamais par des batailles mais par le dialogue. Car l'un des buts de Star Trek était de dénoncer la guerre. Et le message était qu'il faut privilégier le dialogue pour ne pas créer de guerre. Donc est-ce qu'on peut dire que ces films sont de bons films mais de mauvais Star Trek? Ou pire encore, de bons films mais une trahison de Star Trek? Alors peut-être ou peut-être pas. Mais avant d'essayer de répondre à cette question, comme d'habitude, le court-métrage. Et si vous voulez, vous pouvez le passer en passant au chapitre suivant. Ah non, alors y a plus de continuité dans les ciné-trucs, j'ai arrêté de faire ça. Quoi? Plus de continuité? Bah oui, le ciné-truc sur Gremlins, il avait rien à voir avec les autres, c'était mieux et surtout mes nouveaux abonnés ils te connaissent pas. Mais c'était le principe des ciné-trucs, la continuité. Ouais, ben plus maintenant et personne ne comprenait mes courts-métrages justement à cause de ça. C'est complètement con, bientôt il y aura plus de Timéo, il y aura plus de Jean-Eudes. J'avoue que j'y avais pensé à un moment. Quoi? Tu veux tous nous foutre au chômage en fait? Déjà que Jean-Eudes vit dans une poubelle. Oui bon, fous-moi la paix, je dois finir TOTK. Bon, si je suis là c'est pour te dire qu'un grand mal nous guette. Je m'en fous. Les Klingons menacent de détruire la Terre. J'en ai rien à foutre. Ils sont sous les ordres de E.T. E.T. Ce nom semble vraiment ressurgir d'autres tombes. Juste, c'est un épisode sur Star Trek, pas Star Wars. Bon, je suis d'accord de re-sauver le monde encore une fois, mais c'est la dernière, ok? Très bien, je prépare le USS Ludive. Bon, avant de voir en quoi ces films pourraient être une trahison de Star Trek, voyons en quoi ce sont de bons films. Alors commençons par le premier, Star Trek. Mais avant, il faut que je vous explique le lore de Star Trek, autrement vous allez rien comprendre. Alors d'abord, on a les planètes unies qui sont l'équivalent de l'ONU pour les planètes. Puis on a Starfleet qui a pour but d'explorer l'univers et les personnages principaux de Star Trek font partie de cette organisation. Et dans ces personnages, on a Kirk, un humain, puis Spock, un Vulcain. Alors les Vulcains sont des aliens qui ont la particularité d'avoir des oreilles pointues et qui n'ont aucune émotion vu qu'ils privilégient la logique. Mais Spock a du sang humain, ce qui est considéré chez les Vulcains comme un handicap, car du coup il est plus instable émotionnellement. Mais il y a aussi d'autres personnages comme Chekhov, Uhura, Scott, McCoy et Sulu. Et tout ce beau monde travaille dans l'Enterprise, un vaisseau spatial. Bon, donc le film commence avec une bataille entre des vaisseaux de Starfleet et un vaisseau romulien, les méchants. Et cette scène montre quasiment tout ce qui fait que ce film est bien. Bon, déjà les bons effets spéciaux, mais surtout les beaux plans, la musique épique de Michael Giacchino, l'effet de lens flare qu'on retrouve dans beaucoup de films de J.J. Abrams, le réalisateur de ce film, et ça donne une esthétique assez belle au film, la caméra très libre qui permet des scènes d'action impressionnantes, le son qui se coupe à certains moments renforce la tension et la brutalité du combat, mais il y a aussi la mise en scène et le montage dynamique, mais qui savent rester lents durant les scènes de tension. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est qu'en fait ce dynamisme auquel on ajoute la caméra parfois tremblante, qui bon est justifié vu que ça montre la brutalité des combats, puis l'effet de lens flare et les flashs lumineux éblouissants, ça rend certains passages de l'action pas très lisibles. Mais j'ai pas trouvé ça hyper dérangeant et au bout d'un moment je m'y suis habitué. Et j'ai regardé le film sur ma télé, donc peut-être qu'au cinéma sur un grand écran ça passe mieux. Mais autre point positif du film, l'écriture des personnages. Déjà il y a le méchant Nero, qui est rongé par la haine, ce qui causera sa perte. Étant donné que Kirk a toutes les raisons de le détester, mais à la fin il va quand même lui proposer son aide, ce que Nero refuse vu qu'il a trop de haine. Et ça oppose Nero à Kirk qui n'a pas de haine malgré ce que Nero lui a fait. Mais il y a aussi une bonne alchimie entre Kirk et McCoy, qu'on voit notamment dans la scène où McCoy essaie de faire monter Kirk dans l'Enterprise clandestinement, et on a le début de l'amitié entre Kirk et Spock. Kirk qui est une tête brûlée et Spock qui préfère la logique et renie ses émotions, contrairement à Kirk qui les exprime à tout bout de champ. Ça veut dire qu'il a le feu au cul. Mais il est aussi très
impulsif, contrairement à Spock. Donc au début ils sont opposés, mais dans la suite de Into Darkness, ils vont apprendre l'un de l'autre pour devenir de meilleures personnes. Donc du coup, Star Trek Into Darkness commence par une scène d'action comme le premier pour réintroduire les personnages. Et d'ailleurs, j'aime bien la planète Nibiru sur laquelle ils sont, avec les arbres rouges et les aliens en blanc et en jaune, c'est très original. Et on retrouve toutes les qualités du premier film. La mise en scène est toujours aussi dynamique, et d'ailleurs, en parlant de mise en scène, j'aime bien le plan où il y a un attentat au second plan et la photo d'une petite fille au premier pour montrer que le terroriste a fait ça pour sa fille. Bon, sans contexte, on comprend pas, mais dans le film, c'est montré que la fille de ce gars est malade et Khan le méchant lui dit qu'il peut la sauver. Mais tout ça pour dire que la mise en scène montre des informations visuellement et pas que par le dialogue, ce qui montre une certaine maîtrise de la part de J.J. Abrams. Mais autrement, il y a toujours l'effet de lens flare, les flashs lumineux sont toujours là, mais la caméra tremble beaucoup moins, voire parfois pas du tout, ce qui rend les scènes d'action plus lisibles, je trouve. Mais pour ce qui est de l'écriture des personnages, c'est mieux que le premier. Déjà, il y a Khan, le méchant. Alors en fait, Khan est un humain génétiquement modifié pour être une arme créée par on ne sait trop qui, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres humains génétiquement modifiés hyper intelligents et résistants, mais ils étaient beaucoup trop dangereux, alors pour éviter qu'ils foutent le bordel, ils ont été cryogénisés. Puis, des années plus tard, Starfleet décide de réveiller Khan pour les aider contre la menace Klingon. Longue histoire, mais en gros, il y a énormément de tensions entre ces aliens et la Terre. Mais Khan va se rebeller contre Starfleet et mettre en place des attentats. Et je trouve que c'est un meilleur méchant qu'Onero, déjà parce que c'est une critique de l'armement, on en reparlera plus tard d'ailleurs de ça, et il est calme, charismatique, alors qu'Onero il est très impulsif. Bon, ça allait avec le personnage, mais je trouve qu'un méchant comme Khan c'est mieux, parce que ça confronte nos héros à quelqu'un de vraiment terrifiant par son intelligence, et son calme peut laisser penser qu'il a tout prévu depuis le début. Et il a une motivation compréhensible qui est sauver son équipage. Bon, c'est dit aussi qu'il veut tuer toutes les personnes moins intelligentes que lui, mais c'est pas son but principal. Mais cette motivation compréhensible, Kirk va aussi l'avoir. Sauf que Kirk va arriver à son but qui est aussi de sauver son équipage sans faire preuve d'immoralité. Alors que Khan il est prêt à tuer des centaines de vies pour arriver à son but. Et Starfleet aussi ont une bonne motivation qui est d'arrêter Khan, mais à un moment, sans vous spoiler, ils sont prêts à faire des actions immorales pour arriver à leur fin. Et Kirk aussi a ce but, mais encore une fois, il l'atteint en étant juste et en ne faisant pas preuve d'immoralité. Ce qui du coup crée un dilemme intéressant pour nos héros qui doivent choisir entre respecter les ordres ou faire quelque chose qui ne soit pas immoral. Et ce dilemme sert l'évolution de Kirk au cours du film. Alors en fait, au début du film, Kirk ne respecte pas les règles et les ordres de Starfleet. Et après s'être pris une sanction, il va les respecter, mais lorsque Starfleet va commencer à déconner pour arrêter Khan, eh bien il va se rebeller, donc Kirk n'est plus un connard arrogant qui ne respecte pas les règles, mais qui a quand même un esprit critique dessus et ne fait pas tout ce qu'on lui dit sans réfléchir. Car dans le dilemme dont je vous parlais avant, Kirk a choisi la morale plutôt que de respecter les ordres de Starfleet. Mais il va aussi devenir vraiment courageux et pas juste une tête brûlée qui fonce dans le tas pour prouver à lui-même qu'il est fort et courageux. Donc par exemple en se rebellant contre Starfleet et en allant dans une pièce remplie de radiation pour sauver son équipage. Tant qu'au personnage de Spock, lui il renie ses émotions, ce que Kirk et Uhura lui reprochent d'ailleurs. Avant de marceler en commentaire, je sais très bien que ça se prononce Uhura, j'ai juste parlé un petit peu vite. Et à la fin, il éprouve de la tristesse et de la colère envers Khan, ce qui va le motiver à le tuer. Et après une course-poursuite, il arrive à le rattraper, puis lui donne ce qu'il mérite. Donc il a enfin exprimé ses émotions et montré que sa partie humaine n'est pas un handicap, mais une force qui lui a permis d'attraper Khan. Et c'est grâce à sa relation avec Kirk que Spock décide enfin de ne pas renier cette partie de lui. Et Kirk, c'est grâce à Spock qu'il réfléchit de manière plus logique et qu'il n'est plus une tête brûlée. Les deux ont donc appris l'un de l'autre. Mais maintenant que leur personnage a une conclusion, qu'est-ce qui peut arriver de plus dans le troisième? Eh ben, pas grand chose malheureusement. Donc du coup, ce troisième film, Star Trek sans limite, reprend des qualités des deux premiers, comme les mouvements de caméra très libres qui rendent des scènes d'action toujours aussi bien et spectaculaires. Il y a un moment où le son se coupe, comme dans le premier film, cette fois-ci pour montrer le désespoir de nos héros et la force des ennemis. Enfin, dans Sans Limite, le son se coupe pas vraiment, il se baisse un petit peu. Et ben, c'est à peu près tout. L'effet de lens flare n'est plus là, bon après le film n'est plus réalisé par J.J. Abrams, et les scènes d'action sont plus lisibles, vu qu'il n'y a plus la caméra qui tremble, les flashs lumineux, etc. Mais en vrai, l'effet de lens flare et tout le reste, ça donnait une identité visuelle aux deux premiers films. Donc même si ça rend les scènes d'action plus lisibles, je sais pas si c'est bien que dans Sans Limite, il se passe de ça. Mais je dirais que Into Darkness avait trouvé le juste équilibre, vu qu'il y avait cette identité visuelle, mais l'action restait généralement assez lisible. En tout cas, plus que dans le premier. Et encore une fois, j'avais pas trouvé cette
cette façon de faire si dérangeante que ça, et au bout d'un moment je m'y suis habitué. Autrement, les décors sont pas très originaux comparés à Nibiru par exemple, et parfois ça fait un peu faux. Et pour ce qui est des personnages, le méchant appelé Kral a une motivation un peu conne, qui est la guerre c'est bien parce que c'est ça qui permet de se connaître soi-même. Et il est aussi contre l'union parce que, je sais pas. Bon, en vrai c'est juste parce qu'il est nostalgique de la guerre. Et du coup on pourrait le voir comme un parallèle aux gens qui disent que c'était mieux avant, de mon temps on n'était pas faible et on allait à la guerre. Par contre le méchant dans le film s'est expliqué qu'il est juste un fou, et ça le rend quand même moins intéressant que Khan qui questionne nos héros sur ce qu'ils doivent faire, alors que là c'est juste un méchant qu'il faut tuer parce qu'il est fou. Mais surtout ça fait que le parallèle dont je parlais avant, ben il est un peu timide vu que c'est pas un méchant avec de réelles convictions, c'est juste que la folie l'a rendu con. Et autrement pour les autres personnages, ben il y a Spock qui fait preuve de véritable amour en allant sauver Uhura alors qu'il est blessé, ce qui n'est pas du tout logique. Donc Spock évolue encore un petit peu et délaisse de plus en plus la logique, mais pour Kirk, rien, aucune évolution. Et le nouveau personnage Jayla ne sert pas à grand chose dans le film et elle a pas non plus beaucoup de personnalité à part qu'elle est forte et badass. Et j'y avais pas fait attention, mais dans Into Darkness il y avait aussi un personnage féminin qui avait pas beaucoup de personnalité. Et en vrai le film fait presque épisode filler d'une série tellement les personnages n'évoluent pas. Alors peut-être que le but était de faire comme la série originale où les épisodes n'avaient pas de continuité entre eux. Mais là c'est le troisième film d'une trilogie qui a une continuité. Donc évidemment qu'on s'attend à une suite ou une conclusion de cette trilogie. Et donc du coup cette trilogie est-elle bien ou pas? Alors oui c'est bien réalisé, les personnages sont bien écrits, bon un peu moins dans Star Trek sans limite, et ce sont de bons films d'action. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un Star Trek d'être un bon film d'action? Eh bien ça peut l'être, mais on attend quand même principalement d'un Star Trek que ça parle de politique et de la société. Ce que cette trilogie fait. Un petit peu. Déjà dans Star Trek sans limite, il y a un commentaire social on peut dire, mais timide, avec Kral qui est nostalgique du bon vieux temps et qui voudrait que le monde redevienne comme à son époque. Mais on a aussi Khan qui selon certaines personnes serait un parallèle à Ben-El. Vous avez compris de qui je parle. Bon désolé je connais pas du tout l'histoire de Ben-El, du coup vous me direz en commentaire si je dis un truc faux. Mais en gros les Américains avaient aidé et armé les Madjahidines dont faisait partie Ben-El, pour qu'ils arrêtent l'expansion de l'Union soviétique en Afghanistan. Mais des années plus tard Ben-El s'est attaqué aux Américains, vous savez comment, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube. Et ce parallèle peut se tenir parce que Khan c'est une arme qui a été créée par les humains qui ensuite va s'attaquer à ceux qui l'ont rendu si fort, en faisant des attentats et en faisant écraser un vaisseau sur une ville, ce qui rappelle la fameuse attaque de Ben-El à New York. Et on peut aller encore plus loin en disant que les Klingons ont le même rôle que l'Union soviétique vu que Khan a été réveillé pour les vaincre. Et vu que Khan est une critique de l'armement comme je l'expliquais avant et donc de la guerre, et bien faire un parallèle avec un événement réel ça renforce ce message. Du coup, il y a des messages politiques et sociétaux, mais je trouve qu'il y en a trop peu pour des Star Trek. Dans une trilogie de 3 films, il y a un parallèle politique dans Into Darkness, et un parallèle sociétal un petit peu timide, je trouve, dans Sans Limite. Donc, à part dans Into Darkness, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et pour ce qui est de la critique de la guerre et du message sur le dialogue qu'il faut privilégier plutôt que le combat, et bien même si les problèmes ne se règlent pas par le dialogue dans ces films, bah il y a quand même une critique de la guerre. Vu que Starfleet, ça reste une organisation qui prône la paix et l'union, et ceux qui veulent que cette paix s'arrête sont arrêtés en les combattant. Mais ce que disait la série originale, c'est que le dialogue doit toujours être la première option, car répondre à la violence par la violence, ça amène encore plus de violence. Ce qui se perd un peu dans cette trilogie, mais son intention reste quand même de dénoncer la guerre. Donc pour répondre à la question est-ce que ces films sont une trahison de Star Trek, ben pour moi pas du tout. Il y a toujours les parallèles politiques et sociétales et il y a toujours la diversité ethnique. Ils ont même mis un couple gay, ce que la série originale n'avait pas pu faire à son époque. Bon, c'était un peu timide et inutile au scénario, mais c'est déjà un début. Donc non, ces films ne sont pas des trahisons de Star Trek, mais est-ce que ce sont des mauvais Star Trek alors? Ben même pas je trouve, car les personnages, en particulier Spock, ont été très bien compris, vu que le message que fait passer Spock dans la série originale et dans ses films, c'est que les émotions ne sont pas un handicap, mais une force. Et Kirk, je le trouve beaucoup plus attachant et drôle que dans la série originale. Donc je dirais plutôt que ces films sont de bons films, mais des Star Trek corrects. Corrects car encore une fois, à part dans Into Darkness, les parallèles politiques et sociaux sont soit inexistants, soit trop timides. Mais aussi dans ces films, il y a beaucoup moins le côté exploration de nouvelles planètes, d'autres vies, d'autres civilisations, alors que c'était aussi le cœur de Star Trek et ça m'a un peu déçu. Bon, en conclusion, ces films sont très bien, un peu moins sans limite, mais je vous les conseille. Eh ben putain, ça faisait longtemps que j'étais pas venu dans ce vaisseau. On doit aller où du coup? Omicron SETI 3. Présence de E.T. confirmée. Planète habitable. Non je déconne, vous allez crever. Très bien. Alors allons-y. Elle ressemble quand même beaucoup à la Terre cette planète. Fais gaffe,
Cette plante peut t'envoyer des spores très dangereux. T'inquiète, je suis immunisé contre ce genre de truc. Hein, ok. C'est ici. Oh merde, l'attaque a commencé plus vite que je l'avais prévu. Retournons au vaisseau. Quoi? Oh putain! C'est le USS Luding qui nous a tiré dessus. Il est déjà dans le vaisseau. On est là, E.T. Oui, bon, comme d'hab, un Kamehameha et tu replonges ta mère. Attends, quoi? Quoi? Maria est en vie? Et oui, Ludil. Et merde. C'est pas encore fini, E.T. Tu contrôles peut-être le montage, mais pas encore le scénario. Et voilà, parfait. C'est bon, j'ai repris le contrôle du montage. Et plus de E.T., voilà. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi il n'y a plus de continuité dans les ciné-trucs, c'est parce que c'est le bordel. Bon allez, je vous laisse avec Timéo. Salut! Donc en fait l'anecdote du jour c'était juste pour vous dire que je suis gay. En fait l'anecdote du jour c'est que l'actrice de Uhura, et en fait de base elle voulait arrêter son métier, elle voulait arrêter la série Star Trek. Et du coup démissionner quoi. Sauf qu'il y a Martin Luther King en personne qui l'a appelé pour lui demander de continuer la série Star Trek. Et du coup c'est pour ça qu'elle a continué. Allez le Real Madrid! Le Real Madrid, je t'ai dit, Real Madrid. Au revoir à tous. Bon bref, je vais te dire un truc Timéo là. T'en as pas marre de te ridiculiser devant tout le Et je monde? suis pas ridicule. Tu es ridicule. Mais non, Ferme ta gueule Timéo. Mais non. Je vais appeler mes maîtres, tu vas moins faire ton malin. C'est moi ton maître Timéo. Je suis maître je suis autonome. Bon. À la prochaine Timéo. Au revoir les amis. T'es vraiment con.